Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le rendez-vous du Hot et du Hard Interview à la télévision et c'est sur la 2. Vous le savez, cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au service de la vérité ou d'une vérité autour d'un objet, d'un sujet ou d'un homme. Et l'homme qui nous intéresse ce soir dans cette émission, c'est Christian Penda Ekoka, 66 ans, économiste, conseiller technique à la présidence de la République, consultant, patron du cabinet Inside BDS, ancien de la Régie Fercam, de la Société nationale d'investissement, la SNI. Il est titulaire sur le plan académique d'un MBA en finance et production et d'un graduate diplôme en management à McGill University de Montréal au Canada. Il est également ingénieur polytechnicien de l'école polytechnique de la capitale canadienne. Il est consultant à la Banque mondiale, IFC, ONUDI, PNUD, BAFD, UE. Je crois qu'on n'en finira pas pour 40 ans à peu près de carrière dans l'économie. Christian Penda Ekoka, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. On aurait voulu vous avoir il y a une semaine, mais il semble que votre agenda ne convenait pas avec le nôtre. C'est bien que les médias ont leurs agendas, vous avez le vôtre visiblement. Non, c'est les médias. Je suis l'agenda des médias. Nous vous avons invité et nous vous avons vu ailleurs durant la semaine chez nos confrères d'Equinox et de STV, un peu la mort dans l'âme parce que nous aurions souhaité vous avoir en premier en tant que leader. On va inverser la courbe. Hein. Je mènerai pas cette interview seul, naturellement. J'ai convié en plateau deux confrères, ce qu'on peut retrouver dans la crème du journalisme au Cameroun, Mohamed Badi Otabela, le correspondant local de Jeune Afrique Économie. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Bienvenue. Merci. Et bienvenue une nouvelle fois sur notre plateau, le plateau de l'arène. La dernière fois qu'on vous a eu, c'était en face de Christophe Infomonio. C'est bien cela. Oui. Avec nous également Dominique Mbassi, le rédacteur en chef de Repère Passé Biebdo. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. On espère pouvoir faire une arène de haute voltige ce soir avec nos protagonistes. Je signale que vers le troisième quart d'heure de cette émission, Dieudonné Somba nous rejoindra en plateau pour le duel, la partie débat de cette émission. Mais dans une quinzaine de minutes, Karel Meza-Tchatchoya sera déjà là pour visiter la vie côté jardin de notre invité. Vers la fin, Alain Gisin Kanga se fera le devoir de restituer la substantifique moelle des propos tenus en plateau. Et puisque le décor est planté, nous allons commencer en passant par la première escale de ce rendez-vous télévisuel. C'est tous contre un. Christian Penda Ekoka, vous avez mis les pieds dans le plat il y a quelques semaines. C'est vrai qu'on vous a vu venir il y a quelques années déjà avec vos positions iconoclastes. Vous arrivez toujours là où on ne vous attend pas, mais là, vous avez donné un coup de force à votre positionnement. Vous avez annoncé agir, un mouvement, une sorte de think tank. Vous allez me corriger si je dis une bêtise, une sorte de groupe de pression ou de groupe de pression pour agir sur le changement au Cameroun en rupture avec ce que votre patron, le président de la République, annonce ou bien se prépare à annoncer à partir du 22 septembre prochain pour l'ouverture de la campagne électorale. Non, c'est deux choses différentes. Sa campagne, c'est sa campagne. Moi, créer un... Vous avez annoncé que vous ne soutiendrez pas. Voilà, alors voilà. Ça c'est pour ça que je parle de rupture. Ah oui, naturellement, ça c'est également autre chose. Créer le groupe Agir, ça procède d'un certain nombre de constats. Vous savez, j'observe le Cameroun depuis une quarantaine d'années. Je suis rentré effectivement au Cameroun en 78, n'est-ce pas? Donc ça fera bientôt 40 ans que j'observe le Cameroun. C'est exactement au mois de novembre prochain, ça fera exactement 40 ans. Et ce que j'ai observé, comme beaucoup d'entre nous, c'est un peu d'abord au niveau de la jeunesse,
Vous savez que 80% de la population camerounaise a vraiment moins de 35 ans. Et j'ai observé une espèce d'attitude de défaitisme, de fatalisme. Vous savez, la fameuse expression biaboya. C'est-à-dire, devant la difficulté, on va faire comment? En fait, on est en train toujours de subir la vie. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de changer le cours des choses. Or, je dis toujours, le monde va très très vite et le Cameroun trop lentement. Et aujourd'hui, si vous voulez aller où vous voulez, si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut vraiment avoir envie, n'est-ce pas, de transformer l'ordre des choses. Que cet ordre, vous ne le subissiez pas comme un ordre divin, c'est-à-dire comme un ordre naturel. Je crois que c'est ce qui caractérise les pays qui sont développés, la rupture avec le monde féodal pour aller vers la modernité. C'est quand l'être humain, à ce moment-là, a pu commencer à se dire au siècle des Lumières que je peux avoir une influence sur le cours de ma vie. Sinon, jusque-là, ce qui faisait vivre le monde, c'est il est écrit. Jusqu'à peu près, il y a 4 siècles, le monde entier, sans exclusive, tous les continents compris, que ce soit l'Asie, l'Europe, l'Afrique, ainsi de suite, n'est-ce pas? La maladie était le lot de tout le monde. Il y avait une infime minorité de la population qui en fait vivait dans l'opulence. Mais quand vous voyez des maladies dont souffraient les gens comme Louis XIV, ainsi de suite, des maladies qui sont aujourd'hui banales, parce qu'on ne pensait pas, quand il vous arrivait, vous vous souvenez de cette, pour les littéraires, pour ceux qui ont lu La peste d'Albert Camus, mais les gens sont malades, une communauté est saisie de la peste, et il y a des gens qui pensent que c'est une malédiction de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Et il n'y avait que ça. Au XIVe siècle, il y avait en Angleterre une espèce de peste, mais qui venait d'un virus qui provenait de la Chine. On a appelé ça the Black Death. Et au fond, les évêques en appelaient aux Anglais, en appelaient à la prière. Et plus les gens priaient, plus les gens mouraient. Et plus les gens priaient, plus les gens mouraient. Donc, il y avait cette espèce de résignation, de défaitisme, ainsi de suite. Et or, ces gens sont sortis de ce monde pour commencer à imaginer qu'on pouvait avoir, n'est-ce pas, une influence sur le cours de notre vie. Vous avez pu avoir au niveau de la science comme la mécanique, n'est-ce pas, la navigation, l'astronomie et tout, et ensuite, un peu plus tard, la médecine, pour changer le cours des choses. Or, j'ai bien vu, en observant la jeunesse, tous gens confondus, et tout âge confondu. Déjà à 20 ans, vous avez des jeunes gens qui commencent déjà à avoir en tête que si je suis comme ça, si je suis à l'examen, c'est mon oncle qui m'a envoyé un sort, c'est le fétichisme, ainsi de suite. Terminer à avoir la volonté de changer les choses. Et j'ai vu que cette espèce de caractéristique, en fait, envahissait même toute la sphère politico-administrative. Et quand ça envahit toute la sphère politico-administrative, y compris le leadership, ça devient très dangereux. Et vous pouvez le voir dans les résultats. C'est-à-dire, du point de vue anthropologique, c'est l'explication fondamentale de ce que vous verrez plus tard. C'est-à-dire en termes de manifestations, qu'elles soient manifestations économiques, qu'elles soient manifestations sociales. Moi, j'appelle ça des effets, mais des effets qui sont des effets, les symptômes d'un mal dont la racine profonde va justement à ce niveau-là. Et cela infiltre, irrigue également même nos structures politiques. Et quand c'est comme ça, ça devient quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça veut dire qu'au fond, vous ne croyez plus en vous-même, vous n'avez pas confiance en vous-même. Et donc, j'ai voulu créer, n'est-ce pas, ce mouvement, d'abord en disant c'est un mouvement qui est, je vais dire, cross-generational, c'est-à-dire ça concerne toutes les générations, mais le mouvement est dédié à la jeunesse. C'est toutes les générations, c'est-à-dire, je veux dire que Dieudonné Somba est là. Vous situez la jeunesse à... comme Tintin, 7 à 77 ans. Donc, vous y compris. Bien entendu. C'est-à-dire c'est un mouvement cross-generational. C'est-à-dire ça concerne toutes les générations, mais c'est dédié à la jeunesse. Et je dis votre jeunesse à vous? Alors, ma jeunesse à moi, c'est officiel statistiquement. Hein. Vous avez 20 ans, vous avez même de 10 à 20 ans. Ceux-là, on forme, c'est là vraiment que l'esprit se forme.
De 0 à 10 ans, parce que dans votre 0 à parti, 10 le ans, RDPC, c'est jusqu'à 40 ans, la jeunesse. Si les membres, on a le droit d'être membre du l'OJRDPC. Vous êtes trompé jusqu'à 60 ans. 40 ans, enfin, Non, c'est ce qui est écrit dans les textes. Non, mais je crois que les Homères savent que c'est jusqu'à 60 ans. Donc moi, alors, de ce point de vue, je suis encore très jeune. Mais je pense que ce que je veux dire, c'est que de 0 à 10 ans, il faut former l'esprit, c'est des âges très importants. Il y a un type d'éducation qu'il faudra donner aux enfants et nous allons travailler là-dedans parce que l'éducation, c'est quelque chose d'important pour le mouvement Agir. Très important, de 0 à 10 ans, comment les enfants à la maternelle, quel type d'éducation leur donner, notamment par rapport à tout ce qui est aujourd'hui numérique, le bilinguisme, n'est-ce pas, l'alphabétisation des gens. Ces âges c'est un âge qui est extrêmement important. L'enfant, pour moi, doit, au sortir du primaire, être pratiquement bilingue. D'accord, il doit avoir maîtrisé quelque part l'informatique et tout. Maintenant, en abordant le collège, le secondaire, ça doit être d'autres types de formations. Notamment, avec toutes les révolutions technologiques au niveau des TIC, même les systèmes de transmission de savoir vont changer. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, avec ce qui arrive en termes de technologie, au niveau de Internet ou bien au niveau de blockchain, n'est-ce pas, vous allez même voir que la façon de vivre va changer. La façon d'apprendre va changer. La façon de faire la banque va changer, la façon de faire la médecine va changer, la façon de faire l'agriculture, la façon de faire l'industrie. Si on n'est pas au fait de tout ça, nous aurons raté le train de la modernité. Et comment vous mettez ça en œuvre? Alors on met ça en œuvre parce qu'à l'intérieur d'Agir, on a des programmes. On a un certain nombre de programmes, et programmes sur entrepreneurship, programmes, n'est-ce pas, de familiarisation à l'informatique et tout, mais on a un programme qui est très important sur le leadership. Parce qu'au fond, dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de leadership. Un problème de leadership parce qu'on dit en anglais, leadership is the cause, everything else is the effect. Si vous n'avez pas, après tout, c'est le leader qui conduit. Si lui-même ne croit pas qu'il peut transformer sa communauté, qu'il peut transformer son pays, ça devient très difficile, n'est-ce pas, qu'il puisse transformer les autres. Donc, souvent, on regarde comme ça et on a l'impression que même les leaders n'ont pas envie de transformer le quotidien des gens. Et ce qui m'importe là-dedans, très souvent, les gens me demandent, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas concerné? Je dis non. C'est pas le fait que moi je sois concerné personnellement, c'est pas moi personnellement, je parle de la jeunesse. C'est les populations qui m'intéressent. Nous avons un système qui ne regarde pas suffisamment les populations. Et le pari du Cameroun, si le Cameroun doit gagner un pari demain, il faut passer par la jeunesse. Si vous ne donnez pas à la jeunesse ces armes-là, ce sera très difficile que le Cameroun gagne les paris de demain. Alors, Christian Pédagouka, au regard du développement que vous venez d'effectuer, on a pu percevoir beaucoup plus une rupture en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit. Or, dans le texte qui circule notamment sur les réseaux sociaux, s'agissant du mouvement Agir, vous mettez l'accent sur le fait qu'il faille changer notamment les institutions. On peut estimer par exemple que l'école peut-être fait partie des institutions qui va changer. Mais quelle est la priorité, ou tout au moins quel est l'élément fondamental? C'est le changement d'état d'esprit ou bien le changement des institutions? Non, le changement vous aurez compris la profondeur du message, mais je passe par les institutions. Et les institutions, c'est le moyen. Si vous voulez, parce que les institutions, c'est le moyen. Si quelqu'un vient me dire que je vais changer l'éducation, vous allez changer l'éducation sans disposer des pouvoirs de pouvoir changer l'éducation. C'est pas les institutions qu'on dispose des moyens de changer le système d'éducation. Y compris, par exemple, vous verrez dans Agir cette question d'autonomisation des régions, d'une forte autonomisation des régions, parce que je dis, la seule chose qui pourrait expliquer qu'une ville, comme des villes comme Maroua, Guider, Bafoussam, Bamenda, ainsi de suite, y compris Yaoundé. Hein. Vous allez à Monatélé, vous allez à Obala, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin de Yaoundé. Mais vous allez à Monatélé, vous allez à Obala, que les gens soient dans des conditions difficiles, qu'ils ne puissent pas avoir accès à l'eau potable, qu'ils ne puissent pas avoir accès à l'électricité. Moi, je dis, c'est essentiellement, je ne dis pas, ça c'est ce que les recherches ont établi en matière de développement. On a établi une forte corrélation. Il faut lire ce bouquin-là, Why Nations Fail. Pourquoi les nations ne réussissent pas, n'est-ce pas? On a établi une forte corrélation entre les institutions politiques et la dynamique de prospérité. C'est-à-dire que selon que les institutions politiques sont ouvertes, n'est-ce pas, faites de manière que les dirigeants qui sont aujourd'hui à la municipalité de Monatélé ou à Obala, que ces dirigeants soient élus par les résidents de cette ville. Bien sûr qu'ils sont élus sur la base de programmes que leur proposent justement ceux qui veulent diriger ces villes. Et à un moment donné, ils auront à rendre compte à ces populations.
C'est très différent du système que vous avez aujourd'hui, où vous pouvez avoir des maires qui soient élus, mais à un moment donné, vous les chapeautez, n'est-ce pas, par un délégué du gouvernement qui est nommé par le pouvoir central. Et j'estime que quand les gens me font des descriptions d'une ville comme Maroua, qui n'a pas de ceci, qui n'a pas cela, qui n'a pas d'eau potable, qui n'a pas d'énergie, je leur dis, et ils disent, de toute façon, on va faire pression sur le pouvoir. Je dis, vous rigolez, tel que c'est actuellement, ils n'ont aucun pouvoir, ils ne le ressentent pas, cette pression-là. Mais la manière structurelle de le changer une fois pour toutes, c'est de donner le pouvoir à ces régions, à ces communautés, à Quelle ces est la villes. recette? La recette, elle est simple, c'est la régionalisation, c'est-à-dire c'est l'autonomisation des régions. Vous faites une autre architecture. Quand quelqu'un vit par exemple en Ontario, ou quand quelqu'un vit en Ontario, quand quelqu'un vit au Québec, ou quand quelqu'un vit dans l'État de New York, il a au moins 80% de ses problèmes qui ne dépendent pas, pour les Américains, qui ne dépendent pas de Washington, qui dépendent de l'État où il vit. Quand c'est quelqu'un qui vit au Canada, de la même manière, il a 90% de ses problèmes qui ne dépendent pas d'Ottawa, qui dépendent de la province où la personne vit. C'est-à-dire qu'à la limite, vous pouvez voir un Canadien ou un Américain qui simplement, par tourisme, l'un irait un jour aller visiter Washington DC pour connaître les institutions politiques, l'autre ira visiter Ottawa, mais ils peuvent passer toute leur vie, du berceau jusqu'à la tombe, sans avoir besoin, n'est-ce pas, de visiter ces deux villes-là, ces deux capitales. Ils trouvent toutes les solutions là où ils sont et ils participent aussi directement à leur développement. Et c'est ça la recette en fait. J'espère que je me fais comprendre. Oui. Non, pas du tout. tout. Comment je vais faire alors, pas du tout, parce que tout est dans le comment. Comment vous amenez l'ordre actuel à basculer effectivement vers cette régionalisation à travers Agir. Vous me demandez comment j'amène. Je vous ai expliqué comment, vous dites comment j'amène le système actuel à basculer vers l'ordre que je viens de décrire. Oui. Voilà. Mais pas la pression politique. Essentiellement pas la pression politique. C'est-à-dire que vous travaillez avec, à un moment donné, pour être en mesure d'influer sur la politique. Alors vous allez demander le suffrage universel, vous allez demander... Non, Agir collabore avec des partis politiques qui sont des partis politiques ayant des idées convergentes avec les nôtres, et on voit avec lesquels des partis politiques on peut travailler pour avoir de l'influence, mais une influence politique. Parce que je parle des institutions politiques. Alors, à problème politique, solution politique. N'est-ce pas? À problème politique, solution politique. Donc, forcément, on va chercher à exercer une influence politique sur ces institutions. On reparlera de vos rapports avec les partis politiques en deuxième dorsale de cette émission, oui. Monsieur Pendekoka, des confrères, Rudy la souligné en termes d'émission, de STV ou de Kinok vous ont posé la question. Souffrez que je vous pose à mon tour cette question. Vous comprendrez plus loin pourquoi je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes toujours conseiller technique au cabinet civil du président de la République? Mais bien sûr. Quand est-ce que vous avez travaillé pour la dernière fois dans votre bureau? Dans mon bureau? Oui, à la présidence. Mais moi, je travaille pas. Le président pour donner des conseils au chef de l'État. Vous comprenez? C'est ça qui est détonnant dans vos questions-là. Ce qui est détonnant, c'est que moi, ça fait longtemps que je n'allais pas au bureau. Parce que, justement, le président a des conseillers partout. Moi, quand on me demandait des conseils avant, par exemple, avant que je ne sois nommé, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai été nommé en 2010. Figurez-vous. Mais figurez-vous que déjà en 2008, on venait chercher des conseils dans mon cabinet. Vous n'avez jamais posé cette question. On venait chercher des conseils dans mon cabinet. Mais vous n'avez pas mais je veux dire que ça faisait un moment. Non, mais je n'ai pas toujours travaillé dans mes bureaux parce que les notes que je fais au chef de l'État, et il le sait, je les ai fait de chez moi, je les ai fait de mon cabinet, je les ai fait de mes voyages et ainsi de suite. La question que vous me posez là n'a vraiment pas de sens parce que moi... Monsieur Pendekoka, vous permettez, la question a un sens. Et vous comprendrez maintenant parce que, d'après nos informations, vous n'avez pas accès à la présidence de la République depuis mai 2017 parce que votre badge n'a pas été renouvelé. Et vous voulez pour où je mène ce débat? Depuis mai 2017 17, vous n'avez pas eu accès à la présidence de la République. Là, vous vous trompez. Je ne me trompe pas. Non, vous vous trompez. Et les sources de... Non, mais je dis vous vous trompez. On vous a davantage vu dans votre cabinet à élever son nom. Non, je dis vous vous trompez royalement. Mais je dis vous vous trompez. Vous avez travaillé donc pour la dernière fois dans votre bureau de la présidence. C'est pas vous qui travaillez au palais. Je dis vous vous trompez royalement. Vous avez travaillé pour la dernière fois dans votre bureau quand? Quel jour?
Mais je ne peux pas, puisque moi je suis tout le temps en train de me déplacer, je ne vais pas vous dire. Si je vous dis que j'y ai travaillé il y a un mois, qu'est-ce que vous allez me dire? Je vous pose la question parce que On compte sur monsieur votre bonne Pendeko foi. Ka, Mais bien sûr, alors vous me dites, je ne travaille pas depuis mai je vous dis que vous vous trompez alors royalement. Mais alors royalement. si je me trompe, vraiment, on le verra tout à l'heure. Mais Parce bien que sûr. le plus clair de votre temps, vous le passez à Elegesono. Comment ça? Où se trouve votre cabinet BDS. Comment vous pouvez dire ça? Monsieur Pendeko Ka, Oui. j'ai des exploits d'ici. Parce que je reviendrai peut-être sur le contentieux que vous avez avec Oui. avec votre bailleur. Mais c'est le cabinet. Vous, Oui. mais vous êtes le directeur général de ce cabinet, Oui, BDS, bien sûr. par ailleurs. Donc, Bien j'ai sûr. des exploits d'ici qui montrent que chaque fois qu'on voulait vous signifier un exploit, on vous trouvait toujours à vos bureaux à Elegesono. Vous conseillez le chef d'État quand? Mais je suis en train de vous... Mais enfin... En 2010, vous aviez un bureau au palais. Attendez, mais justement, c'est ça qui est d'extraordinaire avec votre question. Vous ne vous rendez pas compte que je suis en train de vous répondre depuis un moment que j'ai note que j'ai fait plus de 80% de notes au chef de l'État en dehors de mon bureau du palais. Plus de 80%, mon cher ami. Mais plus de 80%, c'est ce que je suis en train de vous dire. Tout le monde le sait au palais. Je suis d'ailleurs le seul conseiller technique qui, lorsqu'on m'a donné 2 secrétaires, je disais, je n'ai pas besoin de secrétaire. Je tape mes notes moi-même. Je tape mes notes moi-même, c'est connu au palais. Mes secrétaires sont là simplement, bon, comme ça. Mais je tape mes notes. Et il y a une chose que j'ai établie, une liaison directe avec le chef de l'État, justement à cause de ce système. Lequel? C'est que je tape mes notes et je les envoie par un canal que naturellement je ne vous donne pas. Mais tout le monde le sait. Je n'ai pas besoin. Ce que vous êtes en train de dire est complètement... Alors, mais alors, Monsieur je ne veux même pas le qualifier. Monsieur Pendeko Ka, Je ne veux même pas le qualifier. Admettons, mais il y a quand même un problème. Vous avez recruté en 2010 au cabinet civil, comme conseiller technique au cabinet civil du président de la République. Oui. Le cabinet civil a vocation à s'occuper des affaires réservées du chef de l'État. Qui vous a dit ça? Le protocole et D'après la les textes, communication. Le protocole et la communication également. Les textes le disent. Les textes Je qui dis organisent... en dehors des affaires réservées, il y a le protocole et la communication. Et la communication. Enfin, c'est ce qui est dans le texte. Monsieur Pendeko Ka, c'est un danger en Afrique, paru il y a un peu plus d'une semaine, d'avoir en 8 ans, à peu près, Une centaine de notes. Une centaine de notes Une centaine sur de les notes. sujets les plus divers. Une centaine Mais de notes. est-ce que vous êtes toujours dans votre rôle? De quoi? Conseiller technique au cabinet civil. Si tant est que le cabinet civil s'occupe des affaires réservées du chef de l'État, parce que... De la communication et du protocole d'État. Monsieur Mentionnez-le. Monsieur Pour être Pendeko Ka n'est pas complet. communicateur. Ouais. Monsieur- Non, pour monsieur- être complet. Ça, c'est pour l'information du Oui, public. il n'est pas communicateur. Voilà. Il a fait une centaine de notes sur les sujets les plus divers. Or, il me semble bien que ce rôle est dévolu peut-être au conseiller spécial du chef de l'État ou alors au secrétaire général de la présidence. de la Le République. même texte pour C'est quand même- éclairer la c'est- lanterne, Christian Pendeko Ka, Ouais, je pour vais éclairer la répondre, lanterne des téléspectateurs. Et dans le même texte, on dit que les conseillers techniques à la présidence de la République peuvent recevoir des commandes. Les commandes, c'est mon expression à moi, peuvent recevoir des commandes du directeur du cabinet civil, de son adjoint ou du président de la République, dans le même texte. Je crois que c'est ce qui est mentionné. C'était son cas, c'est-à-dire que les notes qu'il adressait au chef de l'État... Non, ça c'est pour l'information, ce n'est pas pour... C'est que tout le monde sache de quoi il s'agit. Vous pouvez répondre à la question. Finalement, Christian Pendeko Ka, est-ce que vous croyez vraiment que moi, on m'aurait recruté au palais, au cabinet civil, pour les affaires réservées du chef de l'État? Je vous pose la question. Vous savez ce que c'est que les affaires réservées du chef de l'État? Vous le savez au moins? Dites-nous. Et vous croyez qu'on m'aurait donc recruté au palais pour les affaires réservées du chef de l'État? Vous croyez que quand on venait me consulter, avant que je ne sois nommé au palais, quand on venait me consulter dans mon cabinet et que je n'étais pas encore au palais, c'était pour les affaires réservées du chef de l'État? Qu'est-ce que moi j'en sais? Imaginez vous-même ce que vous êtes en train de dire. On vient me consulter dans mon cabinet avant que je ne sois au palais pour les affaires réservées du chef de l'État. Vous ne trouvez pas ça un peu incongru? Quand je dis à un moment donné que j'ai fait plus de 100 notes au chef de l'État, ce qui est vérifiable, mais vous pouvez y aller, hein. Si vous voulez, après vous venez, je vais vous les montrer, ces notes-là. Sauf que je suis en train de vous dire
que plus de 80% de ces notes, je ne les ai pas faites au palais. Parce que j'ai bien compris que, ayant un bureau là-bas, un grand bureau là-bas, avec tout ce que vous pouvez imaginer, ce n'était pas ça l'essentiel, ce n'est pas le bureau qui réfléchit. Et que je n'ai pas besoin, beaucoup de ces notes n'ont pas été initiées par le chef de l'État, d'après ce que vous êtes en train de dire, Rodrigue. C'est-à-dire que le cabinet, le conseiller technique traite des dossiers qui lui sont cotés par le chef de l'État, ainsi de suite. Beaucoup de ces notes n'ont pas été initiées par le chef de l'État. C'était à votre initiative. Le travail d'un conseiller. C'était à votre initiative personnelle. Le travail d'un conseiller, un vrai conseiller et un bon conseiller d'un chef d'État, consiste à regarder l'environnement et à voir ce qui peut être intéressant pour le chef de l'État, parce qu'il conseille un chef d'État, à s'en saisir et à le faire. Alors, je peux vous dire ceci. Je l'ai conseillé sur les problèmes énergétiques. Il vous a écouté? On va y arriver après, je vous donne les sujets. Je l'ai conseillé sur les problèmes énergétiques. Et je pense que j'ai peut-être pas le listing ici, parce que je n'ai pas voulu... Mais je peux me dire. J'ai conseillé sur les problèmes énergétiques. Sur plusieurs sujets. Oui, j'ai conseillé sur les problèmes de l'endettement, n'est-ce pas? J'ai conseillé sur les grands projets qui se faisaient. J'ai conseillé sur l'organisation stratégique du travail par rapport au cabinet civil, c'est-à-dire sur les problèmes stratégiques du boulot au sein du cabinet. J'ai conseillé sur les plans d'urgence. J'ai conseillé sur les feuilles de route. J'ai conseillé sur les concessions. J'ai conseillé sur les cahiers des charges de concession. Vous voyez ce que je veux dire? Sur les cahiers des charges de concession. J'ai conseillé sur les chemins de fer. J'ai conseillé sur les infrastructures. J'ai conseillé sur le commerce agro-pastoral. J'ai conseillé même sur les problèmes de promotion du bilinguisme, voyez-vous. J'ai conseillé sur, y compris sur des choses que, même au niveau de on attend bien Christian Pendaykoka. Mais alors, moi, je voudrais quand même revenir sur... Est-ce que vous comprenez? Et ça, ce n'est pas des affaires réservées. Parce que je n'ai aucune compétence en matière d'affaires réservées. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, voilà, le président de la République m'a écouté. J'ai été écouté en prenant un texte, à la suite de Rodrigue, tout à fait, en prononçant un discours. Tout à fait. À la suite de Rodrigue, moi, je voudrais mieux formuler à la suite de Rodrigue. D'accord, allez-y. À quel moment avez-vous cessé d'être écouté? Je n'ai jamais cessé d'être écouté. Quand vous prenez donc votre sorte de congé en 2014... vous travaillez pour Jeune Afrique. Et c'est Jeune Afrique, monsieur Pendaykoka lui-même s'était penché. Et là-dedans, c'est lui-même qui dit qu'il a rarement été écouté. C'est écrit, c'est pas moi. C'est Jeune Afrique. Et vous êtes confié à ce journaliste qui vous a offert 2 pages. Ça, c'est pas, vous aussi, vous soutenez autre chose. Non, c'est pas ça. Bon, à moins de dire à moins de reconnaître donc avec James Mwang et Kobila, qui a publié une tribune, que vous devez connaître que vous avez passé toutes ces années-là à conseiller votre patron dans la rue. Parce que vous n'aviez plus accès ni au directeur du cabinet civil, ni au secrétaire général de la présidence de l'époque. C'est écrit, vous le connaissez, M. James Mwang et Kobila. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Moi, je suis en train de vous dire tout ce que vous êtes en train de dire. D'abord, j'ai commencé par détruire le fait que j'ai fait plus de 100 autres chefs d'État. J'ai commencé par vous dire que je n'étais pas recruté au cabinet civil pour les affaires réservées. Parce que j'en ai pas la compétence. J'espère que vous en conviendrez au moins. Et que quand j'étais consulté avant que je n'aille au cabinet civil, j'entends, que j'étais consulté dans mon cabinet, ça ne pouvait pas être pour les affaires réservées du chef de l'État. On s'est entendu. Voilà. Maintenant, quand vous parlez parce que vous parlez par exemple du suivi de mes conseils. Figurez-vous que avant que je n'aille au cabinet civil, il y avait un dossier comme le dossier concernant le droit de transit sur le pipeline. J'avais été conseil du Cameroun par rapport avec la Banque mondiale par rapport au pipeline Tchad-Cameroun. Et dès que je suis arrivé dans ce dossier, j'avais vu que les droits de transit avaient été très mal négociés. Et depuis 1997, j'avais poursuivi, j'avais essayé d'écrire aux gens, saisir les autorités pour que les droits de transit soient renégociés. Je n'avais pas pu le faire. C'est quand j'arrive au palais que je saisis le chef de l'État. Et si vous vous souvenez, le chef de l'État
n'est-ce pas, demande que cette loi soit renégociée. Il m'a suivi. Il demande que cette loi soit renégociée. Et ces lois, excusez-moi, et ces lois ont été renégociées. Si au moins vous en avez souvenance. Ensuite, vous vous souviendrez que en 2011, on révise, le chef de l'État adopte une deuxième loi concernant le secteur de l'électricité. La loi de 2011, effectivement. La loi de 2011. J'ai l'impression que vos renseignants là-bas au cabinet ne le font pas bien. Attendez que Monsieur Pédécosa, termine. c'est lui-même qui le confesse dans Jeune Afrique. C'est vous-même, c'est pas la présidence. Cette fois-ci, c'est Jeune Afrique qui l'écrit. Je ne confesse rien. Ce sont vos confidences. Je ne confesse rien. Je n'étais pas dans J'ai bien fait d'arriver ici avec ce journal. Nous parlons de la loi de 2011. Je ne confesse rien. Je ne suis pas à l'église ici. Voilà. Donc, je n'ai pas à me confesser. Je ne suis pas à l'église. D'abord, je n'y vais pas. Donc, voilà, je ne suis pas dans un confessionnal. Ce que je suis en train de vous dire, je vous donne des informations. Si vous voulez faire le Congo-ça, moi je ne fais pas le Congo-ça. Nous étions en 2011, la loi j'ai pas fini. Voilà, je parle des faits. Le fait, c'est également que vous avez confié à Jeune Afrique et vous avez confessé que vous avez rarement été écouté. Une fois, je ne me confesse pas. Je ne suis pas dans un confessionnal ici. Vous comprenez ce que je dis? Je ne suis pas dans un confessionnal. Nous parlons de la loi sur l'électricité. J'étais en train de parler de la loi de 98. C'est la première loi du secteur de l'électricité. Et lorsque cette loi, on veut adopter une loi en 2010, suivez-moi bien, une loi arrive jusqu'au palais, c'est-à-dire pratiquement au niveau de la promulgation. Lorsque je regarde cette loi, comment elle est en train de monter, je me rends compte que cette loi n'est pas bien faite. Mais en fait, les gens qui étaient en train de promouvoir cette loi, c'était une entreprise multinationale, dont je vais taire le nom. C'est pas pour être correct. Mais j'ai déjà averti mes collègues du cabinet qu'il y a des multinationales qui viennent, si vous êtes habitué à ces processus, et qui vont contrôler à la fois le processus législatif et le processus exécutif pour faire adopter des lois à leur avantage. Et justement, le fait se produit alors que moi, je l'avais prévu avant. Et effectivement, c'est les collègues qui me disent que mais c'était... Les jeunes collègues là-bas au palais. C'était ce que vous nous aviez déjà dit ici. On pense que c'est ce qui est en train d'arriver par rapport à une loi. Maintenant, si vous êtes un peu curieux... Attendez, parce qu'on sait très bien que l'une des innovations fondamentales de cette loi, c'est l'instauration du gestionnaire du réseau de transport. La loi de 2011. Non, ça ne concerne pas. Non, maire, ça ne concerne pas le réseau de transport. Puisque le réseau de transport était déjà dans la concession de AESonel. Bien sûr. Le réseau de transport était déjà dans la concession de AESonel. Et le problème du réseau de transport, c'était que pendant la première concession, 7 ans après, on devait créer une filiale pour assurer le réseau de transport. Et AESonel ne l'a pas fait. Mais ce qui était, c'est bien de le dire, mais ce qui était là-dedans comme problème, c'est que la loi allait construire une Nachtigal selon une configuration qui serait à l'avantage d'une multinationale. EDF, que vous ne voulez pas nommer. Non, c'était pas ça. Mais si vous cherchez un peu, vous allez voir. Si vous cherchez un peu, vous allez voir, mais ce n'est pas ça le débat. Alors, je me rends compte que, un peu, c'est comme si vous avez un terrain de 10 000 m² et quelqu'un souhaite, pour laisser les termes techniques, quelqu'un souhaite utiliser 5 000 m² de vos 10 000 m² pour faire un hôtel, et il veut prendre tous les 10 000 m² pour utiliser 5 000 m². Et vous lui dites que non. Parce que, en fait, si vous n'avez besoin que de 5 000 m², utilisez vos 5 000 m², parce qu'après, moi, je pourrais utiliser mes 5 000 m². On devait dessiner ce barrage, c'est-à-dire de Nachtigal, de manière qu'une fois que ce géant, et vous finirez par le voir, vous le retrouvez, lui ferait son barrage amont, je suggérerais qu'il y ait un dessin qui fasse que, une fois que le gros canal est fait, le canal d'amener d'eau, qu'on ait toujours la possibilité de faire notre barrage en aval. Et je le signale au directeur du cabinet civil de l'époque qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, n'est-ce pas? C'est pas bon. Il ne faut pas que le chef de l'État promulgue cette loi. Attendez. Et je vois que quelque chose n'est pas en train de bouger. Finalement, je saisis le chef de l'État qui en fait comprend la problématique, a compris l'enjeu et décide, la loi étant déjà sur sa table, de ne plus promulguer cette loi. Et en fait, ses principaux collaborateurs ne sont même pas au courant qu'il ne va pas promulguer cette loi. Mais moi, je suis déjà au courant que la loi ne sera pas promulguée. Parce qu'effectivement, quand il en a compris les enjeux, et quand je rentre des vacances, effectivement, cette loi n'est pas promulguée
et le chef demande... Réaction avant de prendre Karel revoit la Mezacha loi, pour on répondre. revoit- Nous sommes tenus on par le revoit- temps, on Christian revoit Penda la et loi. Koka. D'accord, Non, mais Christian c'est- Penda- Non, parce qu'ils j'entends sont- bien. Oui, Christian Penda oui, Koka, vas-y. j'entends bien. Mais c'est que vous focalisez rien que sur vos succès dans le conseil. Je vais vous prendre par exemple un autre cas. Oui, vas-y. Il est de notoriété publique que vous étiez contre la création par exemple de la MIRAP. Et en cela, vous vous êtes opposé à un ancien secrétaire général adjoint de la présidence de la République qui était à l'initiative de ce projet. Mais vous n'avez pas été suivi. Non. C'est vous dire que Non, c'est vous pas- n'avez pas été souvent totalement écouté, comme vous voulez le faire croire. C'est Mais lui-même qui le mais dit. pourquoi- Il le mais dit dans attendez, Jeune Afrique. mais attendez, soyez calme, mon cher ami, soyez calme. Je suis serein. What is the issue? Le Je problème, suis c'est serein, que... monsieur Pendeko. Mais vous êtes conseil, moi je suis conseil. Une fois que je donne le conseil, n'est-ce pas, par rapport à Mirap, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Lorsque je donne le conseil, le chef peut ne pas suivre ce conseil. Mais moi, je vous pose la question, Omar. À la fin, l'histoire me donne tes raisons ou non? Mais répondez. L'histoire me donne tes raisons ou non? En fait, On verra dans 5 Voilà. minutes. On verra dans 5 minutes. On verra surtout pourquoi vous n'avez pas, au moment de lancer AGI, saisi le président de la République et lui proposer tout ce que vous proposez dans le cadre d'AGI. Ce sera dans 5 Mais minutes j'ai le temps la liberté de prendre, de le dire. temps de prendre Karel Mezacha pour vos préférences. Karel Mezacha Choya, bonsoir. Bonsoir, On Rodrigue. redescend dans le jardin de l'invité avant de remonter en altitude tout à l'heure. Christian Penda et Koka, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour cet exercice, je voudrais qu'on parle à la fois le français et l'anglais parce que je sais que vous êtes parfaitement bilingue. Ça ne vous dérange pas? D'accord. Okay, you've said earlier that you don't go to church. Why? You've said it here, that you don't go to church. I don't go to church, yes. Why? Why? Because, as religion tends to divide, faith tends to unite. Okay, I understand. So you see, because going to church will force me to choose a religion. You don't have one? And going to church will force me to choose a religion. I don't know your religion, but if I choose mine, then we will be divided by that. And you can see that most of those people going into loggerhead between themselves, even among the Muslims, they're in their own war because of their own factions. Some are Shiite, some are Sunnite, and so on and so forth. So my motto is that as religion tends to divide, faith tends to unite. I did not say I don't believe in God, Okay. which is absolutely different. Ok. On va y aller en français cette fois-ci. Je voudrais qu'on s'intéresse à votre look. Vous êtes coiffé à la Manu Dibango. Est-ce un choix ou bien c'est naturel tout simplement? Un choix. Pourquoi? Ben, parce que lorsque j'ai commencé à perdre les cheveux à un moment donné, et j'ai trouvé que ce choix, ce look-là m'allait mieux. D'accord. Oui. Alors, vous aimez bien le jazz, Oui, la musique classique aussi. oui, tout à fait. Un autre rythme musical ne vous parle pas? La siko, par exemple. Non, il me parle. Jean Bikouka Aladin. Vous arrive de danser un petit peu la siko? Oui, bien sûr. Et que, ben, du coup, c'est aussi. Hein. Moi, j'ai pas. Ça dépend. Pas davantage de ça- Makossa. mais tout ça, ça dépend des humeurs. Et même les rythmes nigérians qui arrivent maintenant. D'accord. Mais ça dépend. Ça dépend de l'humeur, de l'ambiance et ainsi de suite. Vous parlez C'est ça. d'ambiance. Vous allez souvent en discothèque? Ça vous arrive Non, d'y aller? assez peu. Assez peu, Pourquoi? mais ça peut arriver. Ça peut arriver pour les anniversaires, des occasions comme ça, parce qu'on a tellement de travail que. Mais j'aimerais bien, en tout cas, si vous organisez un truc. Là, D'accord, on va le faire avec Rodrigue. La lecture fait également partie de votre Absolument. vie. Vous Ah, lisez tout à fait. beaucoup. Hein. Oui, oui. Vous lisez beaucoup. Avec tout ça, vous trouvez du temps pour vous reposer. Oui. Vous faites quoi dans ce cas-là? Dans vos recherches, là, vous n'avez pas vu que je faisais les arts martiaux. Je l'ai vu, j'y arrivais. Vous êtes d'ailleurs maître. Oui. Ceinture, Sensei. ceinture noire. Non, bien sûr. Quatrième Vous, dan. vous ressentez quoi quand vous êtes avec les enfants, quand vous leur enseignez votre savoir? Ah ouais, j'adore. J'adore parce que c'est un âge où on transmet,
Les enfants, c'est un monde qui absorbe les choses très facilement. Et les arts martiaux m'ont apporté beaucoup aussi. Il y a d'ailleurs des médailles à votre domicile, il y a plein de médailles. Comment vous avez fait pour les voir? Alors, j'ai mené ma petite enquête. Ah bon, très bien. Combien de médailles, Briguet? Combien de médailles déjà? Oh, je crois que là maintenant, hein, c'est dans ma vie vraiment de prime jeunesse. Quand j'étais étudiant, que je faisais les arts martiaux, je faisais les compétitions et tout. Il y a une chose que les compétitions en arts martiaux m'ont appris, c'est qu'en fait, la défaite est d'abord mentale. La défaite est d'abord mentale. La défaite est d'abord psychologique. Parce que je me suis retrouvé devant des mastodontes, des gens qui étaient vraiment plus baraques que moi, et j'ai pu faire un nippon, Ashibara et nippon est tombé, et j'ai compris que la défaite est d'abord mentale. Si vous n'êtes pas défait mentalement, et c'est un peu ça aussi le sens d'agir. C'est pour ça que je vous parle de changer de mentalité. Parce qu'au fond, c'est donner un mental qui soit suffisamment fort aux enfants, parce que c'est une chose que j'ai vraiment apprise. Dans beaucoup de choses qu'on fait dans la vie, la défaite ou la victoire est d'abord mentale. D'accord. Parlant justement d'enfants, vous êtes mariés, vous en avez, mais ils ne sont pas au Cameroun. Ils sont à l'étranger, en Amérique du Nord. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai étudié là-bas. Ils sont nés là-bas aussi. Vous pensez que l'éducation ici, c'est pas... Non, j'ai étudié là-bas. Non, on est rentré avec eux. C'est des enfants qui ont appris à aimer le Cameroun. Ils aiment le Cameroun. Ils ont appris à aimer le Cameroun. Et tous mes enfants ont été élevés à aimer le Cameroun. Ils parlent le Douala? Oui, ils parlent tous le Douala? Oui, parce que quand on est dans un magasin, là-bas, par exemple, et que vous avez des gens, vous voulez dire des choses que les autres ne doivent pas entendre, effectivement, c'est par ça qu'on va passer. D'accord. Et j'ai des petits-enfants étonnés. Ah bon? Vous ne dites rien? Vous ne dites pas comment ça se fait? Je voulais poser la question justement. Ah ben voilà. Okay, this last question, I can see Rodik is looking at me. What type of father are you? Are you strict? What type of father are you? I'm very open-minded. Exactly how I were my own parents. Yeah, I'm very open-minded. Merci Karel. Thanks a lot. On se Thanks a retrouve lot for playing the dimanche. game. Thanks. Thank you very On se much. retrouve dimanche avec notre invité cette fois. Nous revenons donc à la première dorsale de cette émission. Pourquoi Christian Penda Ekoka? Nous avons notre Ekoka qui est Sam et qui nous est cher, au même Badji, Dominique et moi. C'est un journaliste major. Alors, Christian Penda Ekoka, et pourquoi donc, après avoir conseillé le chef de l'État pendant 10 ans et peut-être plus, de façon non officielle, vous avez décidé cette fois-ci de sortir des sentiers battus? De ne plus le conseiller? Non, Oui. pas du tout. Parce que Agir que vous proposez, vous aurez peu lui proposer ce projet. Est-ce que vous l'avez fait? Vous n'avez pas eu de suite favorable et puis vous avez estimé qu'il faut pas du appeler l'opinion à témoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Et pour moi, je vais vous dire, je n'ai pas créé Agir contre le chef de l'État. Ce n'est pas ça. Et je n'ai pas choisi de ne pas le choisir contre lui. En fait, ce qui se passe, c'est que dans mon propre camp politique, le RDPC, je constatais, d'abord, par rapport au chef, j'ai constaté, ce que j'ai déjà dit à d'autres médias, 2 factions, 2 camps. Pour moi, j'ai dit, il y a un camp, vous-même me regardez comme ça, il y a un camp qui veut que le chef revienne. Mais ce camp veut que le chef revienne, pas pour le chef, pour ses propres intérêts. Répétitio mater scientiae est, comme disaient les latins. La répétition est la mère de la science et je préfère répéter. Et ce camp ne le fait que pour ses propres intérêts et pour des intérêts égoïstes. Mais ni pour le chef, ni pour l'intérêt du Cameroun. Ils en ont fait leur agneau sacrificiel, leur victime expiatoire, leur bouc émissaire, mais c'est pour leurs propres intérêts. Et il y a un deuxième camp? Et il y a un deuxième camp auquel j'appartiens, qui souhaite que le président a déjà beaucoup donné et mérite de se reposer. Et je dis d'ailleurs, pour vous dire qu'il n'y a pas de rupture, parce que ma relation a été... Ceux qui estiment que c'est the right man at the right place. Ceux qui estiment que c'est un bon président et que pour l'avenir du Cameroun, il faut qu'il soit là. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Et qu'est-ce qui prouve qu'il n'adhère même pas, que les citoyens n'adhèrent pas au premier camp? C'est quand même extraordinaire que vous vouliez que
j'allais dire le vieil homme et la mère, mais enfin, là que le vieil homme vraiment meurt à la tâche. Si vous n'imaginez pas un seul instant qu'à cet âge-là, il mérite de se reposer et qu'on puisse aider à ce que, n'est-ce pas, nous bénéficions de ses mémoires. Parce que ça, ce serait un héritage extraordinaire. L'autre, le président est parti, il n'a pas pu écrire ses mémoires. Omer, figurez-vous, et Dominique, il n'a pas pu écrire, Aïdjo n'a pas pu faire ses mémoires. Moi, ce sera très dur si Biapar ne peut pas écrire ses mémoires. Or, il y a un temps qu'il faut laisser aux gens qui ont fait ça parce que 50 ans de vie publique qui partent comme ça, sans qu'on ait la possibilité d'avoir des mémoires et sans que lui-même se repose, ce serait quand même extraordinaire. Et moi, je dis, je n'ai pas de problème. Et il y en a pas. Et allez même lui demander, il va même s'en étonner il va dire, d'ailleurs, il sera obligé d'interpeller ses collaborateurs en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Pénécoca, quelque chose pour vous dire que jusque-là, il n'y a rien de ce que vous voyez, que vous percevez à votre niveau, mais moi que je perçois de mon point de vue. Donc, ce que vous percevez n'a rien à voir avec la réalité de cette affaire. C'est-à-dire que... D'accord, vous êtes une espèce de Dieu qui voit plus que tout le monde. Mais monsieur Pénécoca, il y a quelque chose qui m'intrigue. Ce n'est pas un problème de Dieu, c'est moi qui suis au cabinet civil, c'est pas vous. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans votre démarche. Vous aspirez, vous voulez tant que le chef de l'État se repose. Vous voulez tant que le chef de l'État se repose. Mais vous attendez quelques jours avant la présidentielle pour le pousser à la retraite. Vous aurez dû le faire 1 an, 2 ans, 3 ans plus tôt, non, afin qu'il ne soit pas candidat. Là, il est déjà candidat et il est favori. Pourquoi? Vous attendez quelques jours avant l'élection pour vous dévoiler? Mais justement, pourquoi je suis en train de vous dire que le camp, là, l'autre camp, ne voudrait pas qu'il se représente. Donc, davantage qu'il gagne. C'est bien ce que je suis en train de dire, je suis cohérent. Je suis cohérent. Le deuxième camp souhaite qu'il se repose. Et si le deuxième camp souhaite qu'il se repose, ça veut dire quoi? Concrètement? Dites-nous. Mais personnellement, pour vous, personnellement, ça ne date pas d'hier. Vous avez été du mouvement des modernistes qui s'est essoufflé, oui. Christian Penda et Coca. Oui. On a eu l'impression que vous avez abandonné ce projet après le départ du Cameroun. Non, ça c'était... Et que vous le ressuscitez simplement avec Alger. Non, c'était dans un autre contexte. Parce que les contextes sont différents. Le contexte de 2003, je ne sais même pas où vous étiez à ce moment-là, mais si vous lisez le contexte de 2003, mais je crois que Richard était déjà là, paix à son âme. Le contexte de 2003, c'était que, pour nous, dans le cadre de la création du groupe des modernistes, le chef était pris en otage par un groupuscule de gens. C'est ce que vous venez de dire. Et à ce moment-là... Ils ont eu le dessus sur vous. Non, attendez. Puisque les modernistes sont morts de la belle mort. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Attendez. Et à ce moment-là, ce que l'on voulait faire, c'est de tendre la main au chef de l'État pour le sortir de cette situation d'otage. C'était ça, en 2003-2004. Ce qui s'est passé, pour ceux qui s'en souviennent, parce qu'il y avait là-dedans des gens comme Pius Autou, paix à son âme, et d'autres personnes qui étaient là, n'est-ce pas? Albin Bida et tout ça. Oui, mais il y a des gens... Mila Souté qui estime justement que vous avez trahi les modernistes. Moi, je ne viens pas parler des gens. C'était l'un des chefs de file de ce gouvernement. Écoutez, vous avez le Congo, ça, franchement, c'est extraordinaire. Utilisez un peu votre cerveau. Le problème, c'est quoi? Monsieur Mila Souté fait du Congo, ça, c'est une déclaration, comme vous en faites dans différentes tribunes. Ce que je suis en train de dire, à ce moment-là, c'est quoi? C'est que ce que je dis à ce moment-là, c'est que en 2003, le mouvement est en train de prendre. Et je suis le porte-parole de ce mouvement-là, à l'époque. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, je suis le porte-parole des modernistes à ce moment. Bon. Vous savez, dans ces histoires-là, dès qu'on commence à écrire des choses, qu'on sort, il y a même des gens, quand on a commencé à dire que, voilà, le mouvement des modernistes est en train de prendre, il y a des gens qui ont pris peur, dès ce moment-là, qui ont pris peur pour dire qu'eux, ils ne sont pas modernistes. Et on m'a posé la question. Ils sont progressistes. Oui, je crois d'ailleurs que Ripper devait exister à ce moment-là. Les deux. Voilà. Pas 2007. En tout cas, je veux dire que Richard et Valentin. Vous avez dit que vous ne parlez pas d'individus ici. Vous ne parlez pas des gens. Non, je ne suis pas. Richard ou je suis en train de parler des journalistes là qui m'ont interviewé. C'est pas méchant. Je suis en train de parler du monde. Non, c'est pas du tout méchant. Qui m'avait interviewé. Et en fait, je me souviens d'un ministre dont justement je ne pouvais pas. Non, je disais non.
Et il me disait, mais celui-là, il vient de quitter le navire des modernistes, n'est-ce pas? Ça vous fait rien? Je dis non. C'est plutôt le chef de l'État qui doit être inquiet. Et il me pose la question, les deux me posent la question, mais pourquoi le chef de l'État? Je dis non, mais c'est lui qui doit être inquiet parce que dès la première secousse, n'est-ce pas, le gars a retourné sa veste. Alors, est-ce que ce n'est pas donc du réchauffé? C'est ce que je veux savoir. Non, c'est pas agir aujourd'hui n'est pas du réchauffé. À ce moment-là, c'était à l'intérieur du parti. N'oubliez pas que Moderniste, c'était à l'intérieur du parti. Bien entendu. Oui. Ici, là, ce n'est pas à l'intérieur du parti. Ça, c'est pour la structure. Je veux dire l'idée, la vision. Et maintenant, ça s'adresse à la jeunesse, là. On est d'accord, mais je veux savoir si la vision change. Là-bas, on voulait faire un courant à l'intérieur du parti. Avec une vision, Christian Penda Koka. Mais bien sûr. Je veux donc savoir si la vision a changé 15 ans après. Mais elle a changé. On est ici, je viens de vous dire, changement de mentalité, la cible, c'est vraiment la jeunesse. Et les points d'ancrage sont vraiment différents à partir du choix que je vous ai raconté. Quels sont les facteurs qui vous auraient poussé à modifier votre vision entre 2003 et 2018? Non, là-bas, je le faisais à l'intérieur du parti. Il s'agissait de créer un courant. Ça, c'est structurel. Ça, je le comprends bien. Un courant à l'intérieur du parti. Oui, la vision. J'imagine que vous partez d'une vision. Mais Rodrigue, permettez-moi de poser parce que... Oui, allons-y alors la question. Oui. On ne va pas faire de jugement, mais on pose des questions. Non, je vais vous rafraîchir la mémoire. D'accord. Il n'y a pas très longtemps, M. Pendekoka a publié une tribune dans laquelle il dénonce, et je le cite, un défaut génétique du système de gouvernance publique qui, et je continue de le citer, ne peut être corrigé qu'en modifiant l'ADN du système. Or, ce système est resté le même. Monsieur Pendekoka continue d'être conseiller technique au Cap. Il n'y a pas d'incohérence. Par ailleurs, au RDPC, votre cœur bat pour un autre candidat. Mais vous continuez de dire que vous êtes toujours au sein du RDPC, alors que votre cœur bat. Je suis en train de parler du système génétique, je suis en train de parler du système de gouvernance. Vous demanderez à Dédouane Somba tout à l'heure, je suis en train de parler du système de gouvernance. Je ne suis pas en train de parler d'un parti politique. J'ai posé deux questions. Je suis en train de parler Monsieur Pendekoka, j'ai posé deux questions. L'ADN du système n'a pas changé. Et pourtant, vous avez de la peine, toute la peine du monde à sortir de ce système. Donc, vous continuez de vous réclamer. Comment j'ai de la peine? Démissionner. Mais démissionner pourquoi? Vous n'êtes pas en phase avec ce système. Mais moi, j'ai écrit un décret. Alors, Rodrigue, moi, j'ai écrit un décret. Après toutes les humiliations que vous subissez, c'est-à-dire que vous n'accédez pas à la présidence depuis mai 2007. Vous continuez. Non, c'est vrai, monsieur Tongue. C'est vrai. Et continue de bénéficier des avantages attachés à la fonction. Véhicule de fonction, passeport diplomatique, pour ne pas travailler. Regardez ce qui l'intéresse. S'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Christian Penda Koka, non, mais attendez. Je vous pose des questions. C'est des questions. C'est des questions. Je veux dire, rappelez quand même. Vous savez, mon cher ami, alors là, vous ne vous êtes pas suffisamment renseigné. Répondez aux questions. Alors, ne bottez pas en touche. Non, je ne botte pas en touche. Je tire très peu de choses de mon poste. On m'a proposé, mais alors très peu de choses. Vous n'avez pas demandé 2 millions d'euros permettons-lui de répondre. Celui qui vous a sorti de l'homme, alors DCC. Dominique Bassi, on a formulé des questions, on attend des réponses. Mais attendez les réponses. Renseignez-vous bien sur ce que je reçois du cabinet civil. On m'a proposé un logement de fonction, j'ai refusé. On m'a donné j'ai dit, j'ai déjà une maison. On a voulu me donner une indemnité de logement, j'ai dit, j'en veux pas. Il y a plein de choses que je fais tout seul. Il y a des indemnités que je ne prends pas. C'est connu au cabinet civil. Mais vous avez un salaire tout je ne sais même pas. Vous n'avez pas de salaire? Même pas. Je ne sais pas d'où vous tirez. Vous faites du sacerdoce? Je ne sais pas. Je sais pourquoi moi je le fais. Je vous ai dit. Pourquoi donc vous êtes transparent? Dites-nous. Je vous ai dit, vous ne pouvez, si vous vous renseignez mieux, vous comprendrez que tout ce qu'on a dit sur moi, il y en a qui ont dit, il mange goulûment. Il mange goulûment. Mais renseignez-vous un peu, mon cher ami. Vous allez savoir. Mais vous n'êtes pas suffisamment renseigné, ça je peux vous le dire. Je me suis renseigné suffisamment. Pas du tout. À Jeune Afrique, oui, allez-y. À Jeune Afrique, vous confiez à la journaliste qui vous a interviewé que M. Bellingue Boutou, alors directeur du cabinet civil, c'est lui qui vous a sorti de l'ombre. Vous a proposé un poste de directeur général d'une grosse entreprise de l'État ou de ministre. Vous avez décliné l'offre. C'est quand même curieux que vous revenez plus tard, vous acceptez de devenir conseiller technique au cabinet civil sous la férule de ce même directeur de cabinet civil. Mais alors, où est la logique? Mais alors,
En fait, ce que je veux dire, il m'a sorti de l'ombre. Je n'avais pas déjà une notoriété à ce moment-là. À ce moment-là, pourquoi ils sont venus me chercher? Je vous pose la question. Je n'avais pas de notoriété. On est venu vous chercher, vous? Alors, vous voulez dire que Dieu donné Somba qui est ici, il est dans l'ombre? Ce n'est pas un chamaillerie, monsieur Pendaï-Koka. Est-ce que vous voulez dire qu'il est dans l'ombre? Si vous voulez bien répondre aux questions, ce n'est pas la chamaillerie. Non, mais non, il ne s'agit pas de maïtique. C'est justement ça la conception que vous avez de la vie. Vous comprenez? Et on note bien que vous mettez toutes les questions en touche. Non, on ne note pas encore. On note pas. Alain Gisant Kanga va nous le dire vers la fin de cette émission. On vient chercher quelqu'un qui est un consultant international, vivant de ces consultations internationales. Et quand je dis au moment où... Qui a des problèmes de loyer? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui a des problèmes de loyer? J'ai gagné ce procès. S'il vous plaît. J'ai gagné ce procès. Cher confrère, s'il vous plaît. Le juge d'instruction est en charge de ce dossier en ce moment. Dominique Bassi, l'affaire n'est pas achevée. Dominique Bassi, j'ai gagné ce procès. Dominique Bassi, j'interpelle. Voici monsieur Pendaï-Koka. Dominique Bassi, je vous interpelle en tant que journaliste. D'accord. S'il vous plaît. Vous savez autant que moi. Et là, vous êtes vraiment médisant. Nous devons, mon cher ami, organiser cette émission de façon paisible jusqu'à la fin. Là, je suis sérieux. S'il vous plaît. Là, je suis sérieux. Je vais lui porter plainte pour diffamation parce que j'ai gagné ce procès. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'était pas... Ça, c'est concernant le problème de BDS, de mon cabinet, n'est-ce pas? J'ai gagné ce procès, que ce soit en première instance et en appel. Alors, puisque vous avez parlé de poste de premier vous apprendrez à ce moment-là que vous ne faites pas suffisamment de recherche. Christian Pendaï-Koka, vous avez suggéré qu'on ne revienne pas sur le Congo Centre Guémet. Ce n'est pas du Congo Centre, c'est des actes de justice. Nous allons passer rapidement. Monsieur Tongue, non. C'est des actes de justice. Vous n'allez pas me couper. Nous allons prendre le duel. Vous n'allez pas laisser monsieur Pendaï-Koka. Non, vous allez prendre... Le duel, nous avons convié pour l'exercice en plateau Dieudonné Somba, qui a annoncé, après la sortie de Christian Pendaï-Koka, puisque nous parlions de poste de directeur général et de ministre, qui a estimé que c'est le profil qui lui conviendrait le mieux et non pas celui de conseiller à la présidence de la République. Dieudonné Somba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène. Merci. Alors, je vous ai vu prendre beaucoup de notes pendant que nous discutions, pendant notre échange avec Christian Pendaï-Koka. Vous avez un quart d'heure pour essayer de soulever les zones d'ombre que vous auriez notées et revenir sur ces différentes sorties précédentes. Vous êtes à l'aise avec cette formule de débat? Alors, vous avez le plateau pour 15 minutes. D'abord, je dois dire que le grand frère Pendaï-Koka et moi, nous nous connaissons. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre et qu'on débat. On s'était vu chez un ami commun qui est un directeur général. Il n'était pas encore à la présidence. Bon, alors, on a mené un débat et je crois qu'aujourd'hui sera, dans une certaine mesure, la suite de ce débat. Très bien. Monsieur Penda, vous avez dénoncé l'attitude de fatalisme, de défaitisme qui pousse les Camerounais à ne pas vouloir changer. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Et vous avez créé un mouvement intergénérationnel, même s'il est essentiellement focalisé sur la jeunesse, dans le but évidemment de réactiver le Camerounais, si je vous ai bien compris. Et dans ce mouvement, vous avez un certain nombre de méthodes, de modes opératoires. Vous avez évoqué la modernisation, l'informatisation, l'entrepreneurship, etc. Leadership. Autre. Alors, lorsque moi je vous écoute, je retrouve exactement le même discours qu'on a
dans les documents de référence de la politique publique au Cameroun, à savoir la vision, le DSE, les stratégies sectorielles, les cas de dépenses à moyen terme, etc. Alors, moi, je veux donc vous poser une question simple. Qu'est-ce que vous reprochez donc à ce système? Est-ce la qualité, la mauvaise qualité de la stratégie qu'ils ont élaborée, ou alors est-ce que c'est leur incapacité de la mettre en œuvre? Je réponds à la question. Dieudonné, tu sais bien que la première chose qu'on observe, comme tu as observé comme moi, c'est l'absence de volonté. Une chose est d'écrire une stratégie. Tout à fait. Tu étais au ministère. Une chose, ministère de l'économie et du plan. Une chose est de faire écrire une stratégie. Et une stratégie, c'est une responsable de tête. C'est une responsabilité de tête, c'est-à-dire le sommet. Tout à fait. Et le sommet doit être très impliqué dans la stratégie. Si le sommet n'est pas très impliqué dans la stratégie, c'est-à-dire si le sommet ne s'approprie pas la stratégie, voire n'impulse pas la stratégie que vous aurez écrite, n'est-ce pas, restera lettre morte. Première chose que tu observes, c'est l'absence de volonté derrière. C'est pour ça que je dis, on ne manifeste même pas la volonté de transformer le cours des choses. Mais la stratégie peut même être écrite. Vous voyez des gens qui viennent d'ailleurs, ils viennent écrire vos stratégies, nos stratégies à nous. Qu'est-ce que tu as remarqué quand, dans ta vie au ministère, ces choses étaient écrites par d'autres personnes? À la limite, les lettres d'engagement du FMI et tout ça a été écrites par d'autres personnes, n'est-ce pas? Et on a mené ça au Premier ministre pour les signer. C'est-à-dire qu'en fait, pour une histoire d'argent, parce qu'on doit nous donner de l'argent, on amène un Premier ministre à signer le défense, mais au fond, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Lorsque nous allons avoir, et je veux dire, pour aller vite, pour te laisser la possibilité de continuer avec la question, c'est ce qui fait la différence par rapport à ça, c'est que moi, j'ai la volonté que ça change. Et que des gens comme toi et d'autres qui ont l'expérience, aiment également le Cameroun et croient que les choses peuvent se faire différemment. Il y a d'abord cette conviction que les choses peuvent se faire différemment. Et nous avons la conviction que nous pouvons le faire différemment. Et une chose que tu as vécu, c'est quoi? C'est que il y a les grands projets structurants. Oui, on va revenir. Vous faites les projets, mais en fait, les retombées économiques sont très faibles. Pourquoi? Parce qu'au fond, il n'y a pas d'effets multiplicateurs locaux. Tout à fait. Il y a eu les grands projets qui ont été faits, mais on ne s'est pas assuré de la maximisation du contenu local, que ce soit au niveau de la sous-traitance, que ce soit au niveau de la co-traitance, que ce soit au niveau de l'utilisation de la main-d'œuvre locale. Mais est-ce qu'il peut avoir réalisation d'une stratégie sans volonté au départ? Très bien. Sans volonté au départ. Donc, ce qui fait la Donc, différence pour vous, avec mon c'est mouvement, essentiellement l'absence de volonté. il y a l'absence de dit, volonté. il y a beaucoup plus... on fait ces stratégies-là beaucoup plus peut-être pour des besoins de cosmétiques. À la limite, oui. Oui. Ou alors pour faire plaisir aux étrangers. Parce que c'est comme ça que le DSRP a été écrit. Ah oui, là, ça me rassure parce que quand un conseiller technique le dit, je crois que je ne peux plus douter parce que je le dis depuis longtemps, les gens en doutent. Maintenant, moi, je vais maintenant m'attarder sur votre rôle. Vous avez été cadre à la régie FERCAM et à la SNI. Et vous avez fait des publications très connues et d'ailleurs très appréciées. Le guide de l'investisseur. Oui. Il n'y a vraiment pas mieux. Toutefois, il y a quand même quelque chose qui est un peu... qui détonne un peu. C'est-à-dire, lorsqu'on voit votre profil, votre carrière, votre formation, on voit davantage l'ingénieur, c'est-à-dire l'acteur de terrain. Mais on sait très bien que l'économie elle-même est stratifiée. C'est-à-dire qu'à la présidence de la République, ou au Premier ministère, ou au ministère de l'économie, on parle essentiellement macro. Macro, c'est quoi? On parle de l'emploi. On parle des équilibres extérieurs. Tout ce qui renvoie au Cameroun comme une totalité organique. Mais si on va dans une entreprise, une grande entreprise, le mot emploi énerve le directeur général.
Alors que le ministre de l'économie, lui, il a besoin d'emploi, il a besoin d'entendre qu'on a recruté les gens, qu'on leur a augmenté les salaires. Le directeur général ne veut même pas entendre parler de ça. Il entrave les syndicats, bloque les salaires et crée. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de différences de perspectives. Un sectoriel ne se préoccupe pas de l'équilibre de la balance courante. Il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est ça. Alors, vous, en tant qu'opérationnel, vous avez précisément le profil des gens qui ne se préoccupent pas techniquement. C'est là où... Moi, attendez, je vais en venir. C'est ça. Alors, moi, ma question est donc la suivante. Quand vous étiez à la présidence... Il y est toujours. Oui, quand vous êtes à la présidence... Vous avez déjà signé le décret. Vous êtes encore merci. Comment vous pouvez concilier ces exigences macroéconomiques avec votre formation qui est essentiellement une formation d'efficacité opérationnelle? Est-ce que ça ne peut pas expliquer aussi une sorte de mauvaise compréhension entre vous et les autres? Je pense que maintenant je comprends probablement votre observation, mais ce n'est pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Maintenant, je vois. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai une formation en finance. J'ai une formation d'économiste. J'ai une formation en management. Et qui dit, c'est ce que vous avez cité tout à l'heure, et qui dit management dit par définition stratégie. Dit par définition stratégie. Bon. Et j'aurais aimé en fait, j'aurais pu avoir plus de discussions avec vous dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont travaillé avec moi, c'est-à-dire toutes ces carrières de la SNI, par la consultation internationale jusqu'au palais, s'ils entendaient dire ça, que, en fait, le côté opérationnel, ils en seraient étonnés. Parce que, en fait, mon dada, c'est la stratégie. Vous pouvez faire plusieurs études à la fois, vous voyez, c'est plusieurs disciplines à la fois, mais vous sortez de là quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Et moi, je suis particulièrement intéressé par la stratégie, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme l'art de la guerre de Sun Tzu et ainsi de suite. C'est-à-dire, quand vous verrez toutes mes études là, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que, en réalité, après tout cela, je me suis servi de toutes ces disciplines pour avoir un dialogue avec les différents sectoriels. Mais mon cœur de métier, de ce qui m'intéresse, c'est vraiment la stratégie. Et donc, vous voyez, quand vous êtes en train, si vous venez aujourd'hui discuter avec moi de statistiques, qui est votre domaine par exemple, et en dehors de l'économie, je vais discuter avec vous de statistiques. Parce que, en fait, comme ingénieur, j'étais obligé d'étudier la statistique comme étude, comment je dis, business, je suis obligé d'étudier la statistique, et ainsi de suite. Donc, quelque part, je suis obligé de faire toutes ces disciplines. Et si le comptable vient discuter avec moi, je vais discuter avec toute la comptabilité. Mais je ne suis pas comptable. Mais puisque dans cette affaire-là, pour avoir, n'est-ce pas, négocié avec tout ce monde, je suis obligé d'avoir ces disciplines. Très bien. Alors, mon cœur de métier, vraiment, c'est la stratégie. Et je vais m'expliquer. Lorsque je suis à la SNI comme directeur des études de projet, vous allez vous rendre compte que, au fond, je commande un certain nombre de gens et je fais la stratégie de la SNI. Je fais la stratégie de la SNI. Et lorsque ça doit s'opérationnaliser, j'envoie des gens sur le terrain. Et il y a une remarque que vous avez faite, c'est de dire ceci. Or, de dire que le plan opérationnel, lorsque le plan opérationnel doit se faire, il est le dérivé d'une stratégie. Oui, bien sûr. En fait, en amont, il y a une stratégie qui s'est transformée en plan opérationnel. Tout à fait. Et donc, lorsque le plan opérationnel va se faire, il faut qu'on comprenne la stratégie qui a été faite en amont. Et vous allez voir pourquoi il y a quelque chose qui n'a pas marché au palais. Parce que, non, entre parenthèses, avant le palais, quand je vais maintenant dans ma vie comme consultant international, je dois conseiller les gouvernements. Pour le compte de la Banque mondiale, pour le compte de l'ONUDI, pour le compte... Alors, si je viens, par exemple, on m'envoie conseiller un gouvernement au niveau de l'industrie, je conseille un pays au niveau de la stratégie industrielle. Je conseille un pays au niveau de la politique industrielle. Tout à fait. À ce moment-là, je suis obligé de regarder les données macro. Ces données qui t'intéressent, en fait, je suis obligé de les regarder. Et aujourd'hui,
nous pouvons, toi et moi, discuter des données macro du Cameroun. Parce que dès que tu me dis que le Cameroun ne va pas bien, mais je ne vais pas rentrer dans le micro. Je vais commencer à sortir les données macro. C'est-à-dire que je vais commencer à donner les données sur la croissance, les données sur la balance des paiements, la donnée sur la balance commerciale, ainsi de suite. En fait, et vous allez voir quelque chose. Non, j'aimerais que... Non, c'est pas par rapport à des données passées, c'est pour ça qu'on discute de ça. Regardez ce qui se passe au palais. Quand je suis arrivé au palais, immédiatement, j'ai vu un vide de stratégie. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai vu un vide de stratégie. C'est-à-dire que, et je l'explique assez souvent, les gens ne regardaient le cabinet civil que par le côté intendance et le côté protocole. Tout de suite, j'ai remarqué que, et j'ai fait une note disant que le cabinet civil est le véhicule qui porte, qui doit porter, qui est censé porter et projeter l'ambition politique du chef de l'État. C'est-à-dire que les orientations stratégiques sont censées, l'impulsion est censée, c'est le centre d'impulsion, c'est à partir de là qu'on le donne. Et j'ai déjà signalé, Dieudonné, par rapport à ça, que lorsque le nouveau directeur du cabinet civil arrive, il est nommé le 2 mars 2018, et le 5 mars 2018, c'est-à-dire 3 jours après, je lui fais une note. Et cette note porte essentiellement sur la nature stratégique du cabinet civil. Tout à fait. Parce qu'en réalité, ce que tu vas voir comme échec en aval, observez bien, les échecs en aval sont en réalité le reflet des échecs en amont. Non, bien sûr. Parce qu'en amont, il n'y a pas eu de stratégie. Une bonne configuration. Allons, parce que nous n'avons que 15 minutes. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que certainement, vous êtes un spécialiste de la stratégie, on l'a vu. Mais nous posons ici beaucoup plus... Parce que vous-même, vous avez évoqué le problème des dynamiques mondiales. La question, c'est avec quelles armes? Est-ce que c'est en récitant les autres sans tenir compte des rapports asymétriques? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Nous n'avons pas un problème technologique, nous avons un problème économique. Ça veut dire que lorsque nous voulons engager des opérations de production, elles sont balayées par la compétition extérieure. Et donc, cela renvoie à d'autres préoccupations comme les politiques commerciales de protection du territoire, les politiques monétaires, tout à fait, avec le fameux CFA. Bien sûr. Mais vous qui avez travaillé à la présidence, est-ce que tu as pu, au cours de tes travaux, parce que je sais très bien que vous êtes assez encadré là-bas, parce qu'il y a un carnaval idéologique, n'est-ce pas, qu'on vous impose. Mais j'ai dit, est-ce que tu as pu poser ce problème qui relève en fait de la macro-stratégie d'un pays comme le Cameroun? C'est pour ça que je reviens vers ça, parce que justement, tu viens de corriger là, parce que tu disais tout à l'heure que nous avons des problèmes économiques. J'allais te dire, non, nous avons des problèmes stratégiques. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ce n'est pas des problèmes économiques, nous avons des problèmes stratégiques. En fait, ton problème, l'aspect économique de ce problème va se révéler après. Mais en fait, la déficience est stratégique. Lorsque tu parles des problèmes de monnaie, habituellement, mais tu vas dire à quelqu'un qui ne veut pas, qui ne comprend pas où va le monde, qui n'a pas de stratégie par rapport à où il veut aller, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Comme la personne ne sait pas où il va, toi tu viens lui parler de la monnaie binaire, mais naturellement il ne comprend rien. Parce qu'il n'a pas de stratégie. Il ne sait pas où il va. Stratégos, c'est changer le rapport de force en sa faveur. Aujourd'hui, à partir du moment où les gens, et c'est ça qu'il faut que, d'abord, ce cours de stratégie soit important. C'est pour ça que tu as pu parler aux gens toutes ces années-là. Et ils ne te comprennent pas. Ouais. Ils ne peuvent pas te comprendre parce qu'en fait, il n'y a pas de stratégie. Comme lui-même ne sait pas où il va. Si il a le vent est en train de souffler, il a ses voiles. Le vent soufflant, il a les voiles. Comment il va profiter de ce vent? Puisqu'il ne sait pas où il est en train d'aller. Bon, c'est un problème essentiellement stratégique. Non, j'ai compris. Ça finit. Non, on sort par là. On sort par cette dernière intervention. Non, bon, alors, tu nous as décrit les périphéries sur l'électricité. C'était à la présidence. Oui, bien sûr. Nous avons néanmoins des ministères sectoriels qui sont censés s'occuper de ça. La présidence se limitant à comment je dirais, à arbitrer. Tout à fait d'accord. Mais est-ce que tu ne trouves pas que cette ambiance d'interférence systématique de la présidence dans les dossiers techniques, y compris à n'importe quel... Je préfère t'interrompre tout de suite parce que j'en ai déjà parlé. Pendant deux émissions, où j'ai dit que, pour qu'on aille vite, où j'ai dit que le Cameroun est le seul pays où on a l'impression qu'on a deux instances exécutives. Voilà. Dans le même pays. Vous voyez ce que je veux dire?
pense qu'il n'y a pas de débat. On a deux instances exécutives qui sont en train de se marcher sur les pieds. Tout à fait. L'instance d'en haut aurait dû être une instance d'orientation stratégique, l'instance d'en bas étant pour opérationnaliser. Et si tu fais de la veille stratégique en haut, ça veut dire que lorsque le chef a donné une orientation stratégique, le gouvernement qui est en bas, et vous prenez toujours le temps de dire Premier ministre et vous ajoutez chef du gouvernement, je ne sais pas pourquoi vous avez ce besoin, mais finalement on finira par savoir qu'il est chef du gouvernement. Et jamais il ne fait cette opérationnalisation. Hein, Dieu donné. C'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que tu vois que les deux instances font du travail de même nature. Oui, tout à fait. Ils se marchent sur les pieds. Hein? Et il y a des cas où un ministère sectoriel qui en fait dispose de toute l'équipe autre aboutit à des conclusions qui sont évacuées complètement évacuées, et on recommence le travail de l'instance d'en bas. Voilà. Et je l'ai dit dans une antenne l'autre jour, donc on est d'accord. Quand les spécialistes ça nous dévoile l'ambiance qu'on a au sommet de terre et que nous avons décrié depuis longtemps. Bon, j'ai fini. Oui, vous finissez. Alors, Christian, dis-nous un peu. On a un programme de grands projets. Vous savez très bien que qui trop embrasse mal étreint. Le Cameroun ne produit pas la technologie et nous n'avons pas de devises. Or, l'investissement est terriblement coûteux en devises. Est-ce que vous avez quand même pu faire un effort dans ce sens pour demander au chef de l'État de mettre un peu d'ordre? Parce que quand on tentait de mettre de l'ordre en bas, c'était impossible. On s'est donc éparpillé dans des demi-opérations qu'on n'a jamais réalisées. On a plus de 100 projets et aucun n'a atteint ni le but. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, nous avons des projets qui ont atteint le but. Il faut laisser. Nous avons des projets qui ont atteint le but. Non. Je le dis parce que c'est les faits. Le barrage Lompanga, pour lequel il a été construit. Oui, mais il faut le dire. Il faut rappeler qu'il y a des barrages, il y a des projets qui ont été réalisés. Et qui... Non, il a raison. Attends. Oui. Le barrage de Lompanga, ce n'est pas le but. Le but, c'était renflouer le barrage de Sondolo en eau. Voilà. Le barrage, c'était de réguler le débit de la Sanaga. Oui. Et tu te souviens qu'il devait avoir des projets en aval. Absolument. Le barrage de pied, l'usine de pied qui va être inaugurée. Non, c'est-à-dire, ce que dit Christian est pertinent. Un gros projet en lui-même n'est pas bénéfique. Ce sont ces effets de chaîne, des effets directs, indirects et induits. Parce que si vous construisez un éléphant blanc qui ne sert absolument à rien, qui n'a pas des effets de chaîne, vous n'avez rien fait. Donc c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que le barrage de Lompanga, ce n'est pas le but. C'est un moyen pour réguler. Et en amont, il devait avoir une usine d'aluminium d'1 million de tonnes. L'exploitation de barrages sont Benguema, ainsi de suite. C'est le fameux groupe, là, je ne donne pas le nom. Il y a une usine de pied qui était prévue, qui est en construction. Non, l'usine de pied pour alimenter l'Est, c'est 100 mégawatts. Moi, je te parle de son Benguelo, il y avait deux centrales hydroélectriques de 1100 mégawatts chacune. Et vous savez que toute la puissance installée au Cameroun... qui a été livrée. Meuvelle n'a pas été livré puisqu'il n'y a pas la ligne de transport. Il n'y a pas d'électricité, mais ça a été livré. Comment tu peux imaginer qu'on construit un barrage sans ligne de transport? Ça a été livré. Le projet a été livré en lui-même. Non, le projet, il n'a pas augmenté la capacité d'électricité du Cameroun, mais le projet est bouclé. Mais il a posé un autre problème. Vous ne voulez pas que je réponde? Oui, parce que, par exemple, il y a une note claire où je dis le danger des dettes improductives. Le danger des dettes improductives, c'est quoi? C'est on sort par là, on sort du duel. Vous prenez de l'argent pour aller financer des projets qui ne sont pas rentables. Et en fait, vous devez aller assurer le service de la dette à partir d'autres revenus. Et ça va avoir des instances sur la balance des paiements. Tracteur de Boloa, dans la broussaille. Mais tu es en train de sourire maintenant. Usine de... Manioc, tu sais que je me suis battu pour cette histoire. Merci. On comprend pourquoi Dieudonné Issomba et Christian Penda Ekotka se tutoient, parce que vous appartenez à la même confrérie et généralement on a du mal à se vous voyez en tant que confrères. Merci Dieudonné Issomba d'être passé par ici. Nous allons embrasser la dernière dorsale de cette émission. Nous avons plus que 10 minutes pour conclure. Alors, il y a la présidentielle. Vous avez annoncé que vous ne soutiendrez pas le président Biya. Vous l'avez dit ailleurs et plusieurs fois. On se demande donc qui. Et au sein de l'opinion, on a même soupçonné que vous soutiendrez le candidat à Keremouna. C'est pas un soupçon.
Le politologue Mathias Eric Oulangini l'a affirmé sur un plateau de télévision. C'est passé, il C'était a un affirmé que soupçon ce n'est pas jusque-là. évident. C'était un soupçon jusque-là. Il le soupçonne de... Non, Oui, c'est un soupçon. C'est pour ça que je parle de soupçon. Ouais, toi aussi, c'est parce que c'est Eric Mathias qui l'a dit. Nous n'avons que 10 minutes. Nous n'avons plus que 10 c'est un minutes. fait. Non, c'est pas un fait. C'est pas. Ce sera pas Akerim Mouna. Non, il est dans. Si vous voulez, il est dans l'univers, n'est-ce pas, des candidats, n'est-ce pas, en dehors de celui qui n'est pas soutenu dans l'univers des candidats possibles. Mais par contre, je soutiendrai, pour vous donner un axe de réflexion, je soutiendrai le candidat qui, pour moi, manifestera la volonté, encore une fois, Dieudonné Somba, la volonté de vouloir vraiment changer les choses. Alors, ce ne sera pas... Comment est-ce qu'on... Mais est-ce que vous avez presque apporté un démenti à ce que le professeur on a indiqué? Donc, Oui, vous oui. soutiendrez pas Akerim Mouna? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il est dans l'univers. Vous le soutiendrez? Non, j'ai dit qu'il est dans l'univers des soutiens possibles, Oui. mais que je sélectionnerai de l'univers des soutiens possibles le candidat qui aura pour moi Et manifesté. l'univers possible est composé de qui d'autre? Cabral, Espoir Matomba, Kamto Maurice, Akerim Mouna et Ndam Dioya aussi, effectivement. Dans les 8 aussi, autres. aussi, Alors, tout ça. les 8 autres, Mais c'est alors. de là que je vais voir le candidat. Gaga Parce que Manadieu, la dans les 8 question autres, que les 8 autres Dieudonné candidats. Somba a sorti tout à l'heure pour la stratégie, s'il n'y a pas de volonté, si ces gens y vont, comme tous les autres qui font simplement comme des discours qui deviennent des catalogues de bonnes intentions, si c'est juste des catalogues de bonnes intentions, mais qu'il n'y a réellement pas de volonté derrière pour transformer le Mais l'élection, la campagne électorale s'ouvre 15 jours. Mais vous allez le 15 savoir, jours avant vous allez le le savoir la semaine Oui, prochaine. non, la campagne électorale s'ouvre 15 jours Vous allez le savoir avant la prochaine. présidentielle, donc c'est-à-dire vendredi le 23 Ouais, à peu près. vous allez le savoir le 20. On le saura le 20 seulement. Oui. Comment seulement? Mais parce qu'il faut du temps. J'imagine que vous allez passer un accord avec... Ça va se passer comment un accord avec le candidat choisi? Il faut qu'il accepte votre soutien. Parce que vous pouvez annoncer votre soutien et que lui, il n'accepte pas. Il accepte Vous voyez quelqu'un refuser mon soutien? Oui, c'est possible. Comment ça? C'est possible, tout est possible. Mais, Vous l'envisagez pas, oui. Moi j'ai toujours un problème avec la démarche de M. Pendekoka. Beaucoup d'incohérences. Et M. Pendekoka, son cœur bat manifestement pour un candidat qui n'est pas le président de son parti, qui est candidat à cette élection. Et il a montré depuis de longues années une certaine désaffection. Il nous a dit, il a largement exposé sur ce fait ici. C'est-à-dire que le président ne fait plus l'affaire. Pourquoi il s'obstine? Pourquoi il ne démissionne pas? Pourquoi il s'obstine à se présenter comme son conseiller? Vous voulez conseiller quelqu'un que vous poussez à la sortie? Monsieur, c'est moi qui ai signé le décret. Mais vous pouvez démissionner comme vous êtes parti de la SNI. Non, il y a parallélisme de forme. Vous êtes entré en matière à la SNI par vous-même. Vous avez été recruté, non? Vous avez attendu d'être licencié. Il y a parallélisme de forme. À la SNI, j'avais fait une demande d'emploi. Et c'est quelqu'un qui a signé, qui a mis accord sur votre demande. À la SNI, j'avais fait une demande d'emploi. Et pour arrêter l'emploi, j'ai fait une démission. À la présidence, je n'ai pas fait une demande Non, pour d'emploi. vous soupçonner, président Pendekoka, on peut vous soupçonner de jouer le jeu du pouvoir, de Quel jeu de pouvoir? brouiller. Oui, je vais poser la question, si vous me permettez. Si vous me permettez, attends, elle ne vous agace pas ma question, Non, pas du tout. j'imagine. Non, mais Voilà. figurez-vous. Alors, on peut estimer que justement vous retardez la date de l'annonce du candidat que vous soutiendrez parce que vous voulez semer le doute au sein de l'opinion, vous voulez entretenir un certain suspense, désarçonner le corps électoral, jouer le jeu du pouvoir que vous prétendez défendre. Et il y a parmi les candidats, parmi les 8, certains qui sont étiquetés comme étant des suppôts du pouvoir. Comment on peut avoir la preuve que vous n'agissez pas pour le président de la République? Égarer un peu les électeurs, faire des annonces, envoyer un cheval de Troie, et puis vous disparaissez comme en 2003. Non, on n'a pas disparu en 2003. Après, avec votre On n'a pas projet de disparu en modernisme. 2003. Premièrement, j'ai quand même le choix de vous faire languir. C'est mon choix. Hein? Et plus je vous languissez, plus mieux c'est pour moi. Deuxièmement, j'ai dit le 20. Mais quel reporter robot, en dehors de la volonté la plus affichée ou la plus affirmée de défendre le Cameroun, de changer le Cameroun, c'est quoi le porteur robot de ce candidat-là? Je ne parle pas de son poids ou de sa taille, je veux dire parler... Alors, heureusement que vous avez dit ça, j'allais vous donner la taille. Des questions idéologiques. C'est quoi? Est-ce que c'est un candidat qui est pour la social-libérale? Est-ce que c'est un candidat qui est très capitaliste? Est-ce que c'est un candidat qui est pour l'implication de l'État? C'est un candidat qui doit toujours avoir les populations en tête.
c'est un candidat qui doit, Mais tous les candidats avoir... Biya aussi... Je les connais. Je connais entre ceux qui font ça comme, on dit en anglais, lip service, c'est-à-dire que c'est, on va dire quoi, langue de bois ou bien comme ça. Mais je connais également véritablement les candidats qui ont un engagement vis-à-vis des populations pour transformer le pays, pour améliorer les conditions de vie. Mais Rodrigue, laissons le candidat. Monsieur Penda Ikoka est libre de soutenir le candidat qui l'intéresse. Moi, j'ai un problème fondamental avec le sens de sa démarche. C'est-à-dire, monsieur Penda Ikoka. Mais vous me laissez pas le choix de ma démarche. Tout à l'heure, il a traité ça de ragot. Parce que c'est le chef de file de leur courant, M. Mila Souté, qui le dit. C'est-à-dire qu'il a considéré comme un traître au sein de leur mouvement. C'est-à-dire, pendant qu'ils y étaient, il s'acoquinait déjà avec le pouvoir. La preuve, il était consulté régulièrement par M. Beling Eboutou, qui lui a proposé, d'après ses propres dits à Jeune Afrique, longtemps avant qu'il ne devienne conseiller technique, de devenir ministre ou de diriger une entreprise d'État. Donc, mais je suis vraiment surpris par ton confrère là. Mais vous êtes à deux périodes, à des années-lumière, ces deux périodes. On parle de 2003, moderniste. Vous me dites que Bellingham me consultait déjà en 2003. Je ne parle et pas je parle de 2008. L'autre période où je suis consulté, c'est 2008. C'est 5 ans après. On se situe en 2000 où vous officialisez peut-être vos relations. Mais quelles relations? Vous avez rencontré M. Bellingham en 2008? Oui. Vous ne le connaissiez pas avant? Non. Vous osez dire que vous ne le connaissiez pas avant? Je vous dis, M. Bellingham et moi, comme ça, 2008. Vous savez, à partir de quel moment vous rendez visite régulièrement dans votre cabinet à l'Élysée où vous êtes installé depuis 2003? À partir de quand? À partir de quand, dites-moi? De toutes les façons. Il va encore sortir une bévue là, à partir de quand? De toutes les façons, avant 2008? Pas du tout. Longtemps avant? Pas du tout. Mais enfin, en fait, vous êtes quelle qualité de journaliste? Monsieur Bellingham ne venez pas vous voir en cachette. Il ne venait pas vous voir. Bien entendu. Là où vous avez justement des problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on dit que vous avez filouterie de loyer, ainsi de suite. Monsieur Penda Ikoka, c'est ça le problème que j'ai avec vous. Vous donnez des leçons. Vous êtes le meilleur des Camerounais, mais vous ne prêchez pas par l'exemple. C'est ça le problème que j'ai avec vous. Vous faites du journalisme de caniveau. Voici les actes de justice. Je n'invente rien. Je travaille sur la base des faits, monsieur Penda Ikoka. Et si demain j'apporte les preuves que j'ai gagné tous ces procès? On recommence le débat. On programme une autre émission de l'arène. Ok. Non, Rodrigue. Oui, vous répondez. S'il vous plaît, faites-moi une faveur. Oui. Devant, il y a les téléspectateurs. À votre prochaine émission, faites-moi vraiment une faveur. D'accord? S'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. Si moi j'ai une demande à faire par rapport à ça, je vais vous remettre, parce que comme il n'y a pas de droit de réponse par rapport à votre émission, que les gens peuvent sortir n'importe quelle ineptie, vraiment, promettez-moi, je vais vous apporter des clauses de justice, la grosse de justice, qui vont montrer que tous ces procès, je les ai gagnés. Il m'accorderait également la même faveur d'apporter. Non, mais s'il y a la grosse, ce sera. Oui. Mais la grosse de justice, c'est quoi? C'est la décision de justice. On ne fait pas appel et vous perdez en appel. Moi, j'ai des documents de justice ici. Ce ne sont pas des sommations interpellatives. Peut-être que Christian Penda Ikoka produira aussi le certificat de non-appel. C'est aussi prévu par la justice. Un certificat de non-appel veut dire que le procureur de la République ne va pas faire appel ou ne va pas interjeter appel de la décision. Oui, Omer va dire. Alors, Christian Penda Ikoka, on peut établir un parallèle entre votre démarche actuelle par rapport à la présidentielle et celle d'un certain Nicolas Hulot en France. On a vu en 2012 et en 2017 comment est-ce que par rapport aux préoccupations écologiques, il faisait des sorties sur ces exigences que reprenaient d'une manière ou d'une autre les candidats à cette élection présidentielle. Est-ce que dans le cadre de cette élection, puisque le 20, vous ferez part de votre décision, est-ce que vous avez des exigences particulières à émettre à l'endroit des candidats qu'ils sont censés satisfaire? Et deuxième volet de ma question, lorsque vous aurez fait votre choix, quel rôle comptez-vous jouer durant les 2 semaines de la campagne auprès du candidat que vous aurez choisi? Exactement, bonne question, parce que c'est ça la différence. Non, répondons à la question simplement. Je parle de Nicolas Hulot. Voilà. Non, mais moi je ne suis pas dans... D'accord. Je parle de Nicolas Hulot. Quand les questions vous embarrassent, vous votez en touche. Oui, mais non, Nicolas Hulot, je suis en train de répondre à sa question. Nicolas Hulot n'est pas politique. Moi je suis politique. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis politique. Je procède d'une démarche politique. Le procédé d'une démarche de quelqu'un qui était dans un groupe environnementaliste et qui voulait faire passer ses idées. À la limite, on le cherchait pour le faire. Moi, j'ai une démarche volontariste de quelqu'un qui sait que la politique, c'est quelque chose d'important dans cette approche. Donc,
c'est les accords politiques. C'est-à-dire que je traite ce problème comme un problème politique. Et quel rôle comptez-vous jouer lorsque vous aurez opéré votre choix Vous allez voir. auprès du candidat? Se mouiller. Vous allez passer au fundraising, par exemple. Vous allez déployer les équipes sur le terrain pour la campagne. Oui, surtout, oui. Ouais. Alors, mais il n'y a pas eu que il n'y a pas que autour du chef de l'État, il n'y a pas que des dissidents, de la dissidence, c'est même pas un dissident. Je fais ça pour lui-même. Pour lui, il n'y a pas que de la dissidence. En tout cas, nous notons la dissidence. L'équation, elle est tellement compliquée. Je voudrais rassurer que autour du président de la République, il y a des collaborateurs qui pensent que son action est louable et qu'il doit se représenter à une candidature à la magistrature suprême et qui ne sont pas dans les deux camps que vous avez indiqué tout à l'heure, parce que moi j'ai le devoir de restituer. Je vous propose, Christian Penda Ekoka, vous le connaissez certainement, M. Babo, qui est le directeur du cabinet civil, qui a produit un livre coffret sur le président de la République, un livre, deux livres de 320 pages chacun. Et le livre s'intitule « Le septennat du président » et le septennat du président et le second, c'est les réalisations, les grandes réalisations. La dédicace de ce livre, c'est vendredi prochain. Donc, et autour du président de la République, à la présidence de la République, il y a des gens qui estiment que tout se passe bien et qui ne sont pas surtout dans les deux camps que vous avez décrits tout à l'heure, ceux qui veulent se maintenir il rangerait au pouvoir. Il rangerait Oswald Babo que dans quel camp? Ceux qui veulent à tout prix que le président se maintienne? Moi, je le range dans le serais camp. Intéressé de connaître le point de vue de Christian Penda Ekoka là-dessus. Justement, il faut me laisser m'exprimer. Oswald, c'est quelqu'un qui m'est très proche. Voilà. Mais vous le rangerez dans quel camp? Dans la catégorisation que vous avez faite. C'est tout ce que vous dites là. C'est que d'abord, au cabinet civil, c'est l'une des personnes qui m'est le plus proche. Et tout le monde le sait. Je peux avoir des positions différentes. Ça qui est d'extraordinaire. Ça qu'il faut respecter. Mais s'il y a eu quelqu'un qui m'a été le plus proche, n'est-ce pas, par rapport d'ailleurs au président, c'est Oswald. En tout cas, lui... J'ai une position malheureusement différente de la sienne. On vous attend certainement donc... C'est l'une des personnes... On vous attend certainement donc à la dédicace de ce livre coffret, 2 livres, principalement vendredi prochain, on aura certainement des échos. C'était simplement également pour dire qu'autour du président de la République, il n'y a pas que des collaborateurs qui estiment que le patron ne doit pas remplir. Nous allons prendre la synthèse. Parce que chacun a le droit d'exprimer son opinion. Voilà. Nous allons prendre la synthèse avec Alain Gisèle Kanga, bonsoir. Que retient-on de cette arène avec Christian Penda Ekoka? Je commence par dire bonsoir à Christian Penda Ekoka. Bonsoir. Vous êtes économiste et conseiller à la présidence de la République. L'envie de changer l'ordre des choses, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez décidé de créer le groupe Agir, un mouvement qui concerne toutes les générations, mais dédié à la jeunesse. Il faut transformer le quotidien des gens pour ne pas rater le train de la modernité. Cela repose sur un bon leadership. Et c'est par la pression politique qu'Agir va emmener pour faire basculer le système en place sur votre fonction. Vous n'avez pas de salaire, encore moins d'avantages pour ce qui est de votre fonction de conseiller à la présidence. La plupart des notes adressées au chef de l'État ont été faites à 80% en dehors du palais de l'unité, et vous pensez que beaucoup de ces notes n'ont pas été initiées par le chef de l'État. Vous l'avez conseillé sur les problèmes énergétiques, l'endettement, les grands projets, les plans d'urgence, les chemins de fer ou encore les problèmes de commission du bilinguisme qui, selon vous, ne sont pas des affaires réservées au président de la République, et d'ailleurs ce n'est pas votre compétence. Vous n'avez pas créé Agir contre le chef de l'État. Pour vous, à la présidence, il y a 2 camps. Un camp qui veut que le président, qui a déjà beaucoup donné, mérite du repos, et un autre camp qui souhaite qu'il reste pour préserver
leur intérêt. Agir n'est pas le réchauffé de moderniste de 2003 parce que ce n'est pas le même contexte. L'absence de volonté, c'est l'une des choses que vous reprochez au système actuel et vous avez la volonté pour que ça change. Il ne peut pas avoir la réalisation d'un projet sans volonté et au regard de vos multiples formations, votre préférence, c'est la stratégie qui est le métier de votre cœur. À votre arrivée au palais, vous avez d'ailleurs remarqué une absence de stratégie qui est l'un de ces gros problèmes. Et pour vous, le problème du Cameroun n'est pas économique, mais stratégique. Le Cameroun est le seul pays où l'on retrouve deux instances exécutives qui font le travail de même nature et qui finissent par se marcher dessus. Pour la présidentielle du 7 octobre prochain, vous allez soutenir le candidat qui va manifester la volonté de changer les choses et le 20 septembre, vous annoncerez ce candidat qui sera celui qui aura les populations en tête. Et pour ce qui est de vos préférences, n'allez pas à l'église parce que cela vous oblige à choisir une religion. La boule à zéro, c'est un choix et vous pensez d'ailleurs que ça vous va très bien. Vous aimez le jazz, la psycho, même si vous n'allez pas en discothèque, que vous lisez beaucoup. Vous êtes maître de karaté, ceinture noire, 4e dan et vous avez appris des arts martiaux que la défaite ou encore la victoire est d'abord mentale et c'est le sens que vous donnez au mouvement Agir. Merci Alain Gisant Kanga, Christian Penda Ikoka. Félicitations. La seule chose que je voudrais préciser, c'est que les deux camps là, c'est pas au palais. Les deux camps, c'est dans le système politique, c'est-à-dire dans le RDPC, en tant que parti politique. Les deux camps, c'est en tant que parti politique. Vous êtes toujours membre du RDPC. Oui, félicitations. Vous êtes toujours membre du RDPC. Félicitations pour votre parti politique. Mais jusqu'à présent, oui. Jusqu'à présent. Ça va de soi. Puis c'est attendre demain. Merci Christian Penda Ikoka d'avoir accepté de vous prêter au jeu de nos questions. La reine, c'est un jeu. Mais c'est ça qui fait... c'est ça, parce que bon, s'il n'y a pas ces confrontations-là, il faut que la vérité émerge de la confrontation. C'est pour ça que j'ai accepté de jouer le jeu. Et c'est pour ça que nous indiquons en début d'émission que c'est d'abord la contradiction. Je suis pas content. Ce que j'aime pas beaucoup, c'est les comptes de vérité. Voilà. Merci Dominique Bassi d'être passé par ici. Merci de m'avoir invité. Bon, mon dernier mot, c'est que Monsieur Penda Ikoka, à chaque fois qu'il a été embarrassé par des questions, tout ce qu'il a trouvé, c'était la connaissance. Les téléspectateurs vont se faire une opinion. C'était l'insulte. Je suis convaincu que c'est des adultes qui nous regardent de la maison et qui nous ont regardé pendant 1h30 et que chacun va se faire une opinion. Nous produisons une émission et nous appelons les téléspectateurs à se faire chacun une opinion des actes et des paroles qui ont été notés ici. Merci à Alain Gisant Kanga pour cette synthèse. Merci à Dieudonné Isomba qui était dans cette émission pour le débat. Merci à Karel Mezachacho et à toute l'équipe technique conduite par Thierry Camto et Hervé Ndoumbeng, Léonard Dombou, Marie, Madame Ekwe et tout le reste. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de l'Arène, mais nous nous retrouvons avant mercredi dans ce qu'il faut décrypter. Mais ce ne sera pas l'Europe Interview cette fois-là. Bonsoir. Oh